Bonsoir. 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 Oui, là. Merci beaucoup, Monsieur le Bourgmestre, merci beaucoup, Monsieur le Bourgmestre, pour cette invitation. C'est un véritable plaisir d'être là, au Palais des Beaux-Arts, pour vous présenter une deuxième version, une deuxième édition de notre exposition. Et je suis vraiment très très heureux que entre Anvers et Bordeaux, l'exposition qui fait son passage vers le sud, qu'il s'arrête à Charleroi, et surtout qu'il s'arrête au Palais des Beaux-Arts, pas dans un centre d'architecture, mais en fait un étage plus haut que les peintures de paysages qu'on peut visiter ici au premier étage dans la collection permanente. Je dis ça parce que je vais partager avec vous ce soir l'hypothèse que le paysage est plus proche de la peinture qu'il ne l'est de l'architecture. C'est un peu une lutte personnelle de temps en temps de trouver aussi une place pour le paysage qui n'est pas une sorte de dérivat de l'architecture, mais qui a ses propres racines et ses propres raisons d'être. Et comme on se trouve au Palais des Beaux-Arts, je vous propose de faire un petit balade dans l'histoire de peinture de paysage et de retrouver les racines du paysage. Pour commencer, le mot paysage. Le mot paysage avait été inventé dans le XVe siècle, ici dans le Low Countries, dans les Pays-Bas, non pas pour parler d'un environnement qui existe, mais en fait pour parler d'un nouveau type de peinture, qui a été créé le moment que les peintres commencent à dessiner des fenêtres dans des peintures. Je vous montre ici Jan van Eyck, qui vient de Marzeggen, un peu à l'est d'ici. Et en fait, à cette époque-là, le XVe siècle, tous les peintres avaient affaire avec le même type de commandes à chaque fois, des commandes religieuses, évidemment. Ici, la Vierge et son enfant accompagnés pour les chanceliers Rollin. Et pour se trouver une nouvelle liberté, en fait, ces peintres ont commencé à découper des fenêtres dans lesquelles ils étaient libérés de la commande officielle et dans lesquelles ils pouvaient expérimenter. Et du coup, ils ont utilisé la perspective inventée juste avant en Italie pour organiser tous les éléments de paysage suivant cette nouvelle ordre. Ensuite, il y a eu Joachim Patinir, qui lui a inversé l'hierarchie entre le background et le foreground. On voit bien qu'on a quitté l'intérieur, qu'on a quitté la scène typique à l'intérieur d'une maison avec la fenêtre. Les maisons, on les voit encore lointain. Le scène lui-même, ici on voit la fuite en Égypte, est devenu très secondaire et il commence à s'amuser à s'imaginer un paysage. À s'imaginer un paysage, parce que ce qui est très intéressant à voir, ça aussi c'est pas tenir, c'est l'extase de Marie-Madeleine. Ici même, il n'y a plus de personnage, il y a juste un paysage. Un paysage imaginé, parce que tous ces peintres de nos régions, des Pays-Bas, finalement, ne dessinent que des paysages qui n'existent pas. Ils dessinent quelque part une sorte d'image ou de paysage imaginaire. Vous voyez toutes ces montagnes, ils n'avaient pas la possibilité de voyager comme on le fait nous, ils n'avaient jamais vu ce genre de paysage qu'ils sont en train de dessiner. Ce type de peinture est devenu très très connu grâce à Peter Bruegel. Ici, vous voyez la chute d'Icare, qui se trouve à Bruxelles. Là aussi, Icare est devenu une sorte d'anecdote de la peinture, et on voit bien qu'il s'amuse à découvrir le paysage, à découvrir la perspective atmosphérique, et à combiner les éléments tels que les montagnes, l'eau, pour créer une nouvelle vision de ce que pourrait être le territoire. Ça, c'est le retour du troupeau, c'est aussi Bruegel. Vous voyez le retour qui est là, un peu en bas de la peinture, mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le détail de la peinture. Et là, on commence à sentir Claude Lorrain, on commence à sentir la suite dans le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle des peintures de paysage. Encore une peinture de paysage. Ensuite, le Lorrain. Et là aussi, le Lorrain XVIIe siècle, si on ne connaît pas l'histoire, on peut se tromper et penser qu'il est en train de dessiner ce qu'il voyait à l'extérieur, mais en fait,
Ce qu'il fait, c'est qu'il imagine des scènes qui viennent de Virgile, de l'Aïnite, par exemple, et du coup, il puise ces paysages dans des textes mythiques. Et c'est très intéressant qu'il a fallu attendre jusqu'au XVIIIe siècle, ça veut dire 300 ans plus tard que l'invention du paysage, que les impressionnistes commencent à se faire inspirer par la réalité. Et ce qui est très intéressant à voir, ça c'est Turner qui dessine la Tamise et le pont de Waterloo à Londres, que finalement il ne dessine pas une sorte de copie conforme de ce qu'il voit, mais il essaye de révéler quelque chose. Et Oscar Wilde a écrit un très beau texte là-dessus, où il disait il a fallu attendre que Turner peint la brume au-dessus de la Tamise pour que les habitants de Londres l'aient vue. Et en fait, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de nous montrer une nouvelle image de la réalité pour le voir en réalité. Et cette notion a été élaborée dans la théorie du paysage, notamment par Alain Roger, qui disait qu'il faut une artialisation, il faut un processus culturel qui transforme le pays, et le pays pour lui c'est l'existence, c'est la réalité physique, pour que le pays soit transformé en paysage qui signifie la perception de cette réalité. Je ne suis pas peintre, mais je suis paysagiste ou architecte de paysage. Et avec mon équipe, en fait, à chaque fois qu'on fait un projet, on essaye de révéler l'essentiel d'un territoire pour ensuite le transformer et renforcer les qualités existantes. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on regarde les villes où on aime bien aller, quand on voit les villes avec une grande qualité de vie, on voit qu'à chaque fois, il y a un lien très étroit entre le territoire, la géographie et l'urbanisme ou la façon de l'habiter. Ici, par exemple, on est à Rome, et même aujourd'hui, on repère cette colline de l'ancien Rome. Ici, on se trouve chaque fois à la même hauteur, à 30 km au-dessus de la planète. On a une vue sur Paris, et en fait, on voit bien que les boulevards et les avenues qu'a tracé Haussmann sont à chaque fois en relation directe avec la vallée de la Seine, ou perpendiculaires au cours de niveau, pour vite descendre ou monter dans la vallée, ou parallèles à ces courbes de niveau pour rester sur une horizontale, comme par exemple le long de Tuileries. À la même échelle, Manhattan à New York. Et là aussi, on a beaucoup parlé de la trame du grid américain, mais la qualité à Manhattan tient aussi du fait que Manhattan se trouve sur un péninsule qui se trouve dans l'océan Atlantique, et le vent ou les tempêtes de neige ont une violence qui vient directement de l'océan et qui donne aussi une vraie qualité, une vraie identité à cette ville. Ensuite, les Flandres. Et un peu plus bas, Charleroi. Et ce qui est très étonnant, c'est d'apprendre que vu depuis la même hauteur, que ces éléments de nature manquent en Belgique. On n'a pas une topographie très prononcée, c'est déjà mieux en Wallonie qu'en Flandre, parce qu'il y a un peu de dénivelé, on le voit ici d'ailleurs. Quelque part, Charleroi se trouve encore à la fin ou au début de cette plaine qui s'arrête finalement dans la mer du Nord. Et ça m'a intrigué, quand j'ai monté l'agence il y a 7 ans, ça m'a intrigué parce que je me disais, quel paysage, quel espace public pour cette condition d'une sorte de ville nébuleuse sans fin. Et ici, vous voyez une carte satellite. Ce qui est très étrange, c'est que finalement, la Belgique, on a appris qu'on peut le voir depuis le ciel grâce à l'illumination de cette autoroute, mais aussi de jour, on peut le voir à cause de cette
cet étalement urbain sans fin. Nous, à l'agence, on appelait ça l'œil de l'Europe, les villes autour. Charleroi se trouve juste là. Et finalement, on s'est dit, sur cette carte, on voit bien que la Belgique, les choses sont différentes. Il y a une condition belge, si on veut, qui est différente des conditions françaises ou hollandaises ou même en Espagne, où à chaque fois il y a une grande ville et puis un grand territoire non bâti, non habité. Chez nous, on est dans une situation où tout est bâti. Et du coup, dans une série de projets, on a commencé à vraiment étudier cette condition. Et ensuite, de plus en plus, on a quelque part cette méthodologie qu'on s'est inventée, on l'a exportée, si on veut, à l'extérieur. La Belgique. Il est clair que ce n'est pas l'architecture qui va sauver cette situation de l'étalement urbain. Ici, chaque point noir, c'est une construction, c'est la carte du bâti. Mais si on va lire le réseau hydrographique, on voit qu'il y a quand même un système de fleuves parallèles qui en fait drainent le plat pays vers l'Escaut et vers la mer du Nord. Du coup, pour nous, c'est assez étonnant de voir qu'il n'y a presque pas de lien entre le bâti et le système hydrographique. Et du coup, on s'est dit, ce qu'il faut faire, en fait, c'est presque avec une loupe très précisément. Il faut aller voir les quelques éléments du paysage qui restent dans ce pays et les renforcer, les utiliser pour créer de nouvelles structures, une sorte d'armement paysagère qui peut donner une identité et qui peut aussi donner un certain sens à travers cet étalement sans fin qui est très dur, qui est très lourd. Je vous montre pour Charleroi une étude qu'on a commencée il y a 6-7 mois et où on a fait comme on a fait d'habitude, on a pris la photo aérienne et on a commencé à faire une lecture, si on veut, une cartographie de tous les éléments qui constituent le paysage. Et là, j'aime bien me référer à des gens comme Mercator, qui justement, quand ils étaient en train de découvrir des nouveaux territoires, des nouveaux terrains, de nouveaux pays, qu'à chaque fois ils redessinaient. Et c'est passionnant d'ailleurs de voir toutes ces séquences des cartes, qu'à chaque fois la carte devient plus précise et que c'est par le dessin que la réalité commence à avoir une forme. Du coup, nous aussi, on redessine l'eau, on redessine les voiries principales, on redessine les chemins de fer, et on redessine sans trop d'a priori. On essaye de redessiner toutes les couches, parce que justement, quand on est sur place, le fait de voir toutes les couches en même temps, on ne lit pas des logiques. Quand on les dessine une par une, on commence à sentir des choses. Par exemple, que l'ensemble de la végétation ne suit pas une logique directement percible, tandis que la zone industrielle suit parfaitement la vallée de la Sambre et le canal Charleroi de Bruxelles. Ou encore une sorte de topographie très étrange, Ferreterie, qui, quand on le lit d'une façon abstraite, donne une très belle image et donne une opportunité incroyable justement dans nos plats pays de créer des collines, d'avoir une sorte de point de vue ou d'horizon qui s'arrête sur des montagnes. En arrivant de Bruxelles tout à l'heure, justement, quand on arrive à Charleroi, seulement on voit cet horizon qui s'élève. Et en fait, l'ensemble de ces couches crée pour nous une sorte de base de données avec laquelle on va jouer. Et comment on joue? En fait, on essaie de combiner les couches. Est-ce que les terris sont liés à l'infrastructure? Est-ce que la végétation suit la vallée? Et en fait, une fois qu'on a repéré
les couches qui créent des combinaisons structurantes, on les sélectionne et on essaye de faire émerger le paysage exemplaire. Et justement, là où le peintre faisait des paysages imaginaires, nous on essaye de dessiner, pas de peindre, mais de dessiner le paysage exemplaire qui est le meilleur paysage qui se cache dans le paysage existant. Pour Charleroi, évidemment, l'événement, disons, territorial de Charleroi, c'est cette série, et surtout une série de séries qui suivent un ancien chemin de fer, justement, qui reliait les mines, et qui ensemble commencent à dessiner une sorte de forme assez intéressante. Et là, on ne fait que repérer l'existant. Justement, j'ai ajouté la couche arborée. Et en fait, on s'est dit, c'est pas mal, parce que quelque part, les terris, c'est quoi? C'est du gravier, c'est les déchets des mines. Et finalement, les fondations des chemins de fer, ce n'est rien d'autre que basalte, de ballast, qui est fait de la même matière. Et du coup, on se dit presque, on peut imaginer que le chemin de fer, avec ces terris, crée une sorte de vallée sèche, une sorte de fleuve sec qui complémente le fleuve de la Sambre et du canal, qui lui est doublé par les chemins de fer et qui justement amène toute cette zone industrielle, toutes ces constructions d'un grain plus grand. Du coup, on se dit, cette image-là, et vous l'avez peut-être vu sur l'invitation, c'est une image qui est très intéressante parce que vraiment elle repositionne le centre de Charleroi entre cette vallée humide et cette vallée sèche. Et que soudainement on commence à avoir une sorte de possibilité, encore une fois, ceci n'est qu'une sélection de l'existant. Tout ça, vous l'avez, c'est votre territoire. Mais si on le voit comme ça, on peut s'imaginer des cheminements le long de chemin de fer, on peut s'imaginer une série d'activités ou une sorte de balade, un GR si vous voulez, le long des terris, qui se continue dans la vallée de la Sambre, et évidemment on peut s'imaginer comme ça se fait dans plein de villes, une transformation de ces zones industrielles vers des zones plus résidentielles, plus de quartiers, et plus d'habitants. Et une fois qu'on a dessiné ça, évidemment, quand on fait des zooms sur des photos aériennes, on commence à voir la possibilité, on le voit bien ici, entre le faisceau ferré et la Sambre, le potentiel de ce lieu est incroyable. On peut retrouver la vallée de la Sambre, on peut retrouver des zones quelque part, la vallée même perméable et capable justement de devenir aussi un zone tampon par rapport à l'eau et soudainement de donner en fait que la Sambre n'est pas juste une sorte de fleuve canalisé, mais devient le fleuve de Charleroi. Pareil, plus au nord, soudainement l'ensemble de ces terris peut devenir une sorte de continuité réelle à Charleroi. Du coup, j'aime bien cette image parce que justement, on voit la vallée, on voit la zone industrielle, on voit le centre-ville et on voit derrière justement ce nouvel arrière-plan fait de cette image. Et du coup, on s'est dit, et là je montre des tableaux que vous trouvez au premier étage dans la collection permanente, que ces images faites par les peintres comme Pierre Paulus au XIXe siècle, très sombres, très industriels, qui peuvent en fait être renversés, et encore je montre des tableaux qui sont exposés actuellement, et qui donnent une sorte d'avenir basé entre autres sur ce thème. Je vous ai montré la ligne de Charleroi qui se trouve là. En fait, ça c'est le plan de l'exposition. On vous propose 5 projets. Arles, Charleroi,
Münster, là à Mons et Bruxelles. Et à chaque fois, en fait, on vous propose une série d'images qui sont clés pour la transformation du territoire. La photo aérienne, la lecture, le paysage exemplaire, la figure territoriale qui organise les éléments du paysage, la construction, le dessin de construction qui traduisent cette figure vers les plans qu'on peut exécuter, et ensuite la perception qui donne, en fait, qui teste un peu les saisons, la croissance des végétaux, tous ces éléments liés justement au fait qu'on travaille avec la matière vivante. Et du coup, cette partie-là, on l'appelait le paysage imaginé. C'est comment le dessin, comment l'image peut transformer une réalité, peut transformer justement ce pays en paysage. Ensuite, quand on se transforme là, la deuxième partie qui s'appelle le paysage réalisé. Là, on montre 19 projets qu'on a réalisés ces dernières années dans 8 pays. Et là, on montre une série de photos qui justement, font preuve de cette réalité transformée. Parce que c'est un élément très important, et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire en 2 fois, c'est que l'image transforme le pays en paysage, et ensuite, ces images-là sont utilisées pour transformer la réalité de nouveau. Et du coup, il y a une sorte de cycle entre réalité-perception, réalité-perception, qui quelque part imite le cycle de saison, et même le cycle de la naissance et du décès. Et je pense que c'est très important dans le paysage de se rendre compte de ce cycle. Et du coup, je vous l'ai montré pour Charleroi, mais j'aurais pu vous le montrer pour tous les projets qu'on fait à l'agence, qu'à chaque fois, on prend la photo aérienne comme une sorte de recul pour comprendre les paysages qui se cachent derrière la réalité, et à travers un dossier, on essaye de réduire disons, toute cette lecture dans une forme essentielle, une forme irréductible qui tient en soi la promesse d'un pays et devenir un paysage. Merci. Je tiens à remercier mon équipe pour tout le travail au quotidien, pour suivre l'exigence de l'agence, et particulièrement Frédéric Adelelli pour la production de l'exposition à Anvers, à Charleroi et celle de Bordeaux. Et maintenant, oui, je vous invite à découvrir l'exposition qui se trouve juste derrière l'escalier qui mène au 2e étage, et ensuite de revenir ici pour